Donc, je suis Vincent Guigui, expert en nouvelles interactions pour Octo Technologies, et je suis accompagné de Nicolas. Je suis consultant en innovation, expert dans l'interface naturelle. Nous sommes tous les deux MVP Emerging Experience, et nous serons accompagnés à la fin de cette session par Edouard Deslandes, qui est donc le CEO et fondateur de la société Silk, qu'on vous présentera. Donc, vous avez vu un aperçu de réalité virtuelle, quelque chose de très immersif. On va essayer de rebalayer un peu qu'est-ce que c'est, la définition et les différents concepts derrière cela. La réalité augmentée ou les expériences immersives, on avait le fantasme de la princesse Leia ou de Minority Report, avec des interfaces flottantes avec lesquelles on peut interagir. Au final, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Pokémon Go. On est un peu loin du fantasme qu'on avait, mais il y a comme des choses qui sont apparues entre-temps et qui continuent à apparaître, qui vont au-delà de ce simple artefact augmenté. Il y a très longtemps, là, dès 1962, on voulait immerger les gens dans des expériences immersives, aussi bien le sens de l'odorat, la vue, le toucher. Donc, ça date depuis longtemps, tout le monde a voulu immerger les gens dans l'expérience. Ça a plein de bénéfices, on en parlera un peu après. Il y a même eu le Virtual Boy donc de Nintendo, qui essayait au moins d'immerger visuellement les gens dans l'expérience. C'était beaucoup d'essais. Après, est-ce que ça a perduré? Mais il y a eu un creux dans l'activité, maintenant ça reprend beaucoup. Et pourquoi ça reprend? Parce que il y a des bulles économiques à chaque fois, et des bulles marketing. Oculus, voilà, dès 2014, qui a fait un beau coup et qui est sur ce segment d'expérience immersive, avec des financements de la part de Facebook et autres. Et pourquoi ça a apparu maintenant? Parce que les technologies ont suffisamment évolué en termes de miniaturisation, en termes de qualité, en termes de performance, pour pouvoir avoir un semblant de 4K à quelques centimètres des yeux, ce qui aurait été impossible il y a quelques années. Avoir une Game Boy à ça des yeux, avec du 800-600, c'est pas assez. Et 16 couleurs, c'était encore pas assez. Maintenant, on a bien évolué et on peut avoir des choses très performantes proches des yeux. Donc, on va essayer de définir un peu virtuel, réel, réalité augmentée. Si on place un axe de magnitude dans la réalité, on a la réalité réelle, là où on vit, on a la réalité amplifiée, on a la réalité augmentée, la réalité mélangée, la virtualité augmentée, la réalité virtualisée et la réalité virtuelle. C'est super pas clair. Donc on va essayer de faire une autre définition. Si on a un continuum réalité-virtualité, avec le réel et le virtuel, et de l'autre côté on a la réalité mixte, on voit que la virtualité augmentée est en bas et la réalité augmentée est en haut. C'est pas clair non plus. On va essayer une autre définition. Donc on va classifier par rapport à la concomitance, la simultanéité de l'action et la perception de la réaction. C'est pas mal pour voir est-ce qu'on est vraiment dans une immersion simultanéité et est-ce qu'on a des objets interactifs. Du coup, voilà, on a les différents éléments qui se placent dessus. C'est un peu plus clair, ou pas. On s'est dit, voilà, quand on a préparé les slides, on s'est dit, allez, quitte à parler de 3D, de relief, on va représenter en 3D la définition. Et là, je vous laisse interpréter ça. Voilà. Non, on a tout jeté, on a recommencé, et on s'est dit, voilà, il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, qui sera définie un peu plus tard. Réalité virtuelle, c'est pour toi. C'est pour moi. Donc la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est en fait? Voici un exemple. Vous avez une personne qui est dans une expérience de réalité virtuelle, elle est en train de galoper sur un cheval dans les courses, comme si elle y était. Et vous voyez qu'elle est vraiment immergée par l'expérience, elle est projetée dans un autre monde. C'est vraiment une simulation, une immersion complète de la personne à l'intérieur. Elle est même quasiment isolée du réel. Vous voyez, elle est à fond là, elle est là. C'est vraiment quelque chose qui lui plaît, quoi. Elle a une perte de conscience du monde qui l'entoure. Donc ça, c'est pour quelque chose qu'on subit, on va dire, qu'on regarde, parce que là, elle était juste en train de regarder une vidéo. Mais si on y ajoute des interactions, eh ben voilà, on arrive à ce genre de choses. On peut interagir avec le monde virtuel, soit par des manettes, donc comme le HTC Vive tout à l'heure qu'on a vu dans l'exemple juste avant, ou ici avec un Leap Motion, avec la détection des mains, voilà, on peut manipuler l'environnement, on peut rendre le monde virtuel interactif. On interagit avec le monde. Donc ça, c'est une composante intéressante du monde virtuel, c'est que c'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose où on participe en immersion. Donc après, selon les dispositifs, on a des immersions plus ou moins avancées. Vous voyez, il est assez. Je ne sais pas si certains ont déjà testé cette démo, mais c'est assez bluffant de voir qu'on arrive à avoir ses mains directement dans le monde virtuel. Alors, si on fait un panorama des périphériques existants pour pouvoir accéder à la réalité virtuelle, on a d'abord, on va dire, les périphériques dits mobiles.
Donc on a du plus connu, donc le Cardboard qui était un des premiers, voilà, on pouvait mettre son téléphone dedans, jusqu'au Gear VR où pareil on met son téléphone, ou qui est quand même une meilleure qualité et qui permet notamment voilà, d'avoir de l'expérience n'importe où avec des devices pas trop chers. Donc alors, on va dire un S7 ça coûte cher, mais bon, si vous avez déjà le téléphone, vous pouvez acheter un petit Gear VR, ça coûte pas très cher, et vous avez quand même une très bonne expérience. Donc c'est quelque chose, et c'est mobile, donc vous pouvez vraiment l'emmener où vous voulez. Ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, vous avez tout ce qui est, on va dire, périphérique desktop, voilà, donc qui sont rattachés avec un câble au PC. Donc là, vous avez une perte de mobilité, une perte de, voilà, de transport, mais vous avez une meilleure qualité. Hein. Donc, bon, les plus connus sont Oculus et le HTC Vive, qui sont quand même de très très bonne qualité, notamment avec le HTC Vive qui permet dans une petite zone de pouvoir se déplacer. On a donc une immersion aussi avec du déplacement, ce qui rajoute à l'immersivité. Et récemment, l'arrivée de Sony avec le PlayStation VR qui va amener en fait la réalité virtuelle dans le salon de tout le monde en fait. Donc si vous avez une PS4, vous pouvez vous essayer à la réalité virtuelle. C'est un petit peu comme l'iPhone aurait démocratisé voilà, le smartphone et le tactile. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent aider à démocratiser la réalité virtuelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme l'a annoncé Microsoft récemment, ils vont lancer une gamme de casques de réalité virtuelle et mixte en filaire, mais qui seront édités par d'autres personnes que Microsoft. Donc on a des acteurs comme voilà, Dell, Lenovo, qui vont pouvoir éditer leurs propres casques et pouvoir entrer dans le monde virtuel et ainsi apporter via des frameworks communs en fait, des expériences à tout le monde. Donc c'est des choses qui vont être assez facile à mettre dans le foyer. Au niveau des usages, qu'est-ce qu'on peut voir dans la réalité virtuelle? On a tout ce qui est la data visualisation. Donc vous avez des données, au lieu de les afficher bêtement dans un fichier Excel plat, vous pouvez essayer de leur donner un peu plus de profondeur et de visibilité en les mettant dans un monde virtuel et en les présentant d'une manière un peu plus innovante, que ce soit par des cartes interactives, par des représentations un peu plus abouties que le simple tableau Excel ou le Power BI. On a aussi tout ce qui est la création artistique, parce que voilà, la réalité virtuelle est devenue un média artistique et on peut exprimer sa créativité en fait par des œuvres. On l'a montré tout à l'heure justement avec Yvan, il a réussi à exprimer une œuvre via la réalité virtuelle. Et c'est juste qu'on peut partager et même transposer. On peut imaginer une œuvre artistique qui a été créée et mise à disposition des gens pour qu'ils puissent la revivre chez eux dans des conditions comme si la personne l'avait fait devant eux en fait. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. On a aussi tout ce qui est visite virtuelle. Vous pouvez, par exemple, vous êtes un promoteur immobilier, vous voulez faire visiter des appartements alors que vous n'êtes pas forcément sur site. La réalité virtuelle peut vous y aider. Vous pouvez aussi apporter la culture aussi, en faisant visiter des musées, des endroits qui sont intéressants voilà, au niveau historique, par exemple. Donc ou faire revivre même des endroits qui peuvent être des ruines, et après reprojeter en fait, la réalité de ce que c'était dans le temps pour pouvoir avoir une idée de comment c'était à l'époque. Donc la visite virtuelle est assez intéressante. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, non, c'est ça. Et enfin, un usage qui est intéressant, qui est la formation, alors que ce soit la formation professionnelle, comme la formation éducative. C'est-à-dire qu'on peut recréer les conditions d'un usage métier pour essayer de faire apprendre les gens dans un environnement sécurisé. On peut, par exemple, dans un élément virtuel, essayer de sensibiliser des personnes à des consignes de sécurité, mais en toute sécurité, justement. Parce que, voilà, si vous avez un tableau électrique, toutes les procédures pour éteindre le tableau électrique, on peut le faire en virtuel, et si la personne se trompe, elle ne s'électrocutera pas. Et au moins, on aura un retour, on pourra aussi avoir des statistiques dessus. Et aussi pour les écoliers, ça permet voilà, de pouvoir les intéresser voilà, à des sujets qui pourraient paraître rébarbatifs. Merci. Je t'en prie. Donc ça, c'était très réalité virtuelle. On va essayer de parler de réalité augmentée. Un exemple, vous avez peut-être vu la publicité, c'est pour Ikea. Où juste en posant un objet au sol, dans ce cas du catalogue, on peut superposer via l'écran d'un téléphone des objets virtuels. Pour la blague, je vous la laisse en entier. Voilà. Mais c'est un des principes, c'est de se dire, je vois le réel à travers un écran. Je n'ai plus un accès direct au monde réel, je vois à travers un écran et grâce à cet écran, on me superpose de l'information, plus ou moins bien alignée, plus ou moins cohérente. Souvent, c'est le mobile ou la tablette. C'est ce qu'on connaît assez facilement et ce qui est très accessible.
Il y a d'autres choses un peu plus professionnelles, comme les Google Glass ou Optinvent ou Epson, qui travaillent sur des lunettes qui permettent de surimposer de l'information. Comme les lunettes sont transparentes, on voit le monde réel en direct, et par-dessus, on a des compléments d'information. Un exemple d'un truc très industriel, dans un entrepôt, voilà, j'ai un truc sur le visage qui va me donner des informations, qui va pouvoir reconnaître des tags et m'indiquer, voilà, ce colis, je dois le prendre et je dois le déplacer à tel endroit. Là, je me suis identifié. Et ensuite, la palette, hop, ça me dit, il faut la prendre. Il n'y en avait qu'une, c'est normal, qu'il fallait celle-là à prendre. Et après, on peut m'indiquer en pseudo GPS quoi faire. Donc, je vois toujours le monde réel, mais par-dessus, j'ai d'autres informations. Ça reste comme très artificiel. Ce qu'on voit n'est pas aligné proprement sur la réalité. C'est pas un hologramme. Il y a d'autres casques qui existent. Il y a un casque qui s'appelle Dacry ou ODG qui travaille sur des lunettes un peu plus évoluées, où c'est vraiment très industriel. C'est un casque de chantier, le Dacry, donc protégé, sécurisé, robuste à la poussière et à la chute, qui va voilà, superposer dans mon champ de vision de l'information. Donc on a du très grand public au très professionnel, et des choses qui ne sont même pas parfois publiques, mais sur lesquelles les industriels travaillent déjà. Donc les cas d'usage, on l'a dit, avoir de l'information contextuelle, que ce soit faire une course de vélo ou conduire un camion, avoir besoin d'une vue tête haute, de l'information pour ceux qui font du jeu vidéo, les HUD, Head-Up Display, c'est très important pour avoir des statuts sur ce qui se passe autour de nous sans avoir trop de monopolisation du champ de vision. On peut avoir de la simulation, un peu comme pour la partie immobilière, voir des objets qui n'existent pas et pouvoir un peu naviguer autour et la présenter. Avoir un miroir interactif, une cabine d'essayage virtuelle, c'est aussi une forme de réalité augmentée. Je vois le réel à travers cet écran et le reflet est augmenté et on peut me proposer d'autres vêtements, on peut me proposer des actions ou voir une superposition sur le corps humain pour des déclinaisons de produits par exemple. Et il y a un côté très marketing, avoir un flyer ou un prospectus et juste en le flashant avec un téléphone, voir un produit en 3D superposé, là, dans le cas d'un tracteur, pouvoir naviguer vraiment autour et le regarder. C'est les 4 principaux cas d'usage. Il y en a plein, ça se retrouve souvent avec la réalité virtuelle. Mais voilà, c'est les principaux cas. Ça reste très artificiel. Et si on parle un peu de réalité mixte, tu veux? C'était prévu comme ça. Let's be next. Donc, ensuite, une autre réalité qui existe, c'est la réalité mixte, où là, on va tout simplement faire comme de la réalité augmentée, mais cette fois-ci contextualiser dans notre environnement réel en 3D. C'est-à-dire qu'on va faire un mix de la réalité virtuelle, sauf que le monde, il est plus virtuel, il est réel. Et l'augmentation, elle est donc en 3D dans notre propre monde. Donc là, vous voyez un exemple fait avec HoloLens qui permet voilà, d'avoir des notices de montage devant ses yeux et de pouvoir le monter. L'avantage, c'est que c'est en 3D, on pourrait tourner autour, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. À l'heure actuelle, le seul device, on va dire, qui est ready to market, donc c'est HoloLens. Il y en a d'autres qui sont en cours, comme le Meta, qui est un peu moins performant, mais qui fait à peu près la même chose. Et on a Magic Leap qui, derrière les dernières rumeurs, ne serait pas encore tout à fait ready to market, hein, même loin de là. Donc voilà. Mais je ne vais pas m'étendre beaucoup sur la réalité mixte, puisque de toute façon, dans la session d'après, mes collègues vont vous faire un détail très complet de cette technologie-là. Donc on va directement passer, voilà, à suivre, on va directement passer à l'outillage. Donc comment faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Alors, on peut dissocier ça en 3 parties. La première, c'est il faut créer ses assets, il faut créer son monde, il faut créer ses modèles 3D, il faut créer ses textures, il faut créer ses sons, il faut créer l'environnement qui va. Donc pour ça, on a des outils comme Blender, SketchUp, Autodesk, Katia, qui permettent de faire ce genre de choses. Une fois qu'on a produit ce contenu, eh ben, il faut le mettre en scène, il faut assembler tous les éléments pour pouvoir les scripter, pour pouvoir en faire en sorte qu'ils soient interactifs. Donc là, on a plusieurs choix qui sont disponibles. On peut faire du Unity, de l'Unreal Engine ou du Babylon.js. Le plus connu, je pense que c'est Unity pour la réalité virtuelle, puisque c'est celui le plus abordable, le plus accessible. Mais ça n'empêche pas d'en faire avec du Unreal Engine ou du Babylon.js. Moi, je vous conseillerais quand même de Unity. C'est quand même quelque chose qui est assez facile d'accès et qui permet de traiter la quasi-totalité des casques de réalité virtuelle. Et il y a aussi beaucoup de ressources. Et une fois qu'on a donc produit notre expérience, il faut la publier. Donc là, vous pouvez la publier sur des stores comme l'Oculus, le Viveport ou le Microsoft Store en fonction du device que vous avez. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire au niveau de la réalité virtuelle.
Après, vous pouvez avoir aussi accès à des frameworks comme Vuforia, par exemple, qui permet de faire de la réalité augmentée. Donc, vous voyez, donc le petit jongleur, en fait, c'est un modèle 3D qui a été placé grâce, en fait, au tableau rouge. Donc, en fait, Vuforia est un framework. On va lui donner des données, notamment du tableau rouge, et il va vous permettre facilement de créer des marqueurs pour pouvoir insérer votre réalité augmentée. Donc Augment aussi est un autre framework qui peut être utilisé, qui est une surcouche à Vuforia. Donc vous avez des choses qui existent en open source ou en payant qui vous permettent justement d'accélérer votre développement au niveau de la réalité augmentée. Après, un autre aspect qui est assez intéressant, c'est souvent on a besoin de faire du contenu 360 degrés, parce que vous êtes dans un environnement virtuel, vous avez besoin de faire de 360 degrés. Donc vous avez une série d'appareils qui permettent de faire de la captation. Alors ça va de la Ricoh Theta et du Gear 360 qui sont environ à moins de 350 €. Qui ont une qualité quand même assez correcte, mais bon, qui est plus pour, voilà, pour faire du prototyping, jusqu'à des choses comme le Nokia Ozo, qui coûte plus de 50 000 €, où vous avez une qualité 4K, voilà, vraiment en 360, donc c'est des choses assez coûteuses. Mais c'est intéressant de savoir que vous avez sur le marché beaucoup de types de prototypes de caméras qui sont disponibles. Ensuite, un autre aspect dans l'outillage qui est important pour la réalité virtuelle, c'est tout ce qui est modeling à partir du réel. Donc, par exemple, vous avez tout ce qui est numériseur 3D. Donc, vous allez avoir type Kinect, LiDAR, RealSense, voilà. Vous avez un petit appareil que vous prenez à la main et vous le faites tourner autour de la personne. Et en fait, de façon dynamique, il va commencer à constituer en nuage de points en fait le modèle et il va l'envoyer dans le cloud pour être traité et remis en modèle 3D que vous pouvez exploiter. Vous avez aussi tout ce qui est photogrammétrie. Donc c'est le concept de dire, voilà, je mets une personne autour d'appareils photo, les appareils photo prennent donc la personne sous différents angles, et derrière on est capable d'en extraire un modèle 3D, en fait, qui va pouvoir être exploitable dans nos applications. Et justement, pour illustrer la photogrammétrie justement et tout ce qui est avatar 3D, donc je laisse la place à Edouard qui va nous présenter Silk, donc sa société qui est justement spécialisée dans cette technologie. Merci Nicolas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui chez Microsoft. On va parler de quelque chose qui nous semble très important chez Silk, c'est de créer en fait des avatars pour tout le monde et d'humaniser en fait les mondes immersifs. Donc, le virtuel, c'est quelque chose effectivement que vous pouvez plonger dans des expériences immersives aujourd'hui, mais à la première personne. Et ce que l'on propose, en fait, c'est que vous deveniez acteur de vos propres expériences immersives. Je vais passer sur la petite identité de la société. 2 dates sont importantes pour nous. C'est 2011. On découvre effectivement que Unity 3D existe, qu'on est capable de faire du temps réel, et que Unity 3D a déjà des add-ons et Chrome essaye de mettre Unity 3D directement sur son navigateur. En 2016, on pense que c'est l'année 0 de l'immersif, et donc il y a plein de choses qui apparaissent, beaucoup de périphériques effectivement VR, AR, une pléthore d'applications 3D existantes, donc toujours navigables à la première personne. Et on pense que tous les marchés sont aujourd'hui impactés par l'immersif. Le problème, c'est que toute application immersive est aujourd'hui vide d'humanité. Donc quand vous plongez dans une expérience immersive, eh bien vous êtes à la première personne et il y a nobody. On a créé une cabine qui est en fait effectivement à base de plusieurs technologies, dont la photogrammétrie. Et on propose aux marques en fait de téléporter le client dans l'immersif grâce à cette cabine. Alors là, on a réussi à cloner une personne. En fait, ce sont des jumelles. Hein. On n'a pas réussi à cloner la personne en sortie de cabine encore. Donc, on propose une solution qui est unique au monde, qui est complètement automatisée et qui permet en fait de scanner 60 personnes à l'heure. On a tout un système automatisé avec une réservation en ligne. Le passage dans la cabine est extrêmement rapide, c'est très fluide, on ne voit pas du tout l'aspect technologie. Là, vous avez un petit film qui représente en fait notre sorte de coming out qu'on a fait à Roland-Garros grâce à France Télévisions et sur le lab de Roland-Garros, on a enchaîné derrière sur Futur en scène. Donc une photographie, on rentre dans la cabine, on se positionne,
on est guidé, on écarte les bras, on détecte votre poids et que vous soyez stabilisé. Et là, on déclenche une centaine de capteurs miniatures haute définition. Et c'est terminé, on passe au suivant. 1 heure après, vous avez donc toutes les photos qui sont envoyées sur nos serveurs de calcul. Et 1 heure après, vous disposez de votre nouvelle identité digitale, sécurisée parce qu'elle est dans notre cloud sécurisé. Et on va voir comment tout ça est compatible sur toutes les plateformes aujourd'hui de jeux, de consoles, mais aussi de casques. Donc on a voulu créer en fait l'avatar pour chacun et qui soit compatible sur toute plateforme. Alors, vous allez me voir faire une petite démonstration de tennis. Donc ça, c'était dans le cadre de Roland-Garros. Et vous allez voir la qualité de ce que l'on ressort. Donc là, il n'y a aucune retouche. Chacun qui avait fait son avatar à Roland-Garros à la Future en Scène avait son avatar de cette qualité. Vous voyez un petit détail, c'est qu'on a réussi à donner à chacun la possibilité d'avoir une raquette dans sa main. Alors, les usages, ils sont illimités. Il suffit juste d'avoir un petit peu de créativité. Là, on va parler d'un usage, on va dire, VR commerce, 3D commerce. Donc, on peut modéliser tout un tas d'univers 3D. On pourrait modéliser des boutiques. On pourrait effectivement mettre des... Enfin, je dis on pourrait, on peut mettre des produits sur étagère. Donc ça, on parle de gestion de contenu sur la partie 3D et Silk est capable de faire ces développements-là. Qu'est-ce qui va se passer dans ces univers 3D? On va créer de l'émotion et du lien social. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et ça, il faut le vivre pour le comprendre, quand chacun se retrouve avec son avatar dans une boutique, en temps réel, et que cette boutique est déjà peuplée de plusieurs clients, on peut très bien imaginer en fait une relation entre les personnes. Et quand vous allez voir quelqu'un en face de vous qui correspond à sa corpulence, à sa couleur de peau, à sa façon d'être, c'est quelque chose qui est extrêmement ludique, extrêmement facile. Donc la frontière entre le digital et le virtuel, bah là effectivement elle est très ténue, on la réduit énormément. Des services disruptifs, effectivement. Alors déjà, on parle d'authentification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous a créé votre identité digitale virtuelle, eh bien, on sait qui vous êtes. Et d'ailleurs, un vendeur de la boutique Télécom va pouvoir venir vers vous en disant bah, « Bonjour Edouard, vous avez tel appareil, vous recherchez un nouvel appareil, plus de stockage, etc. » Donc, l'authentification est importante. On va pouvoir customiser l'univers 3D de la boutique Télécom sur des critères qui sont peut-être la catégorie sociale de la personne. Si je suis jeune, je n'ai pas envie d'être dans un univers qui soit un petit peu rébarbatif. Donc j'ai besoin d'avoir mes codes. On pourrait même taguer les murs de la boutique Télécom. À l'intérieur, on peut y retrouver tout un tas de services. Donc du e-commerce, c'est-à-dire que je prends une tablette sur étagère, je regarde le prix et le vendeur, en fait, avatarisé, me donne des conseils. Mais ça peut être un autre client à côté de moi qui me donne aussi des conseils. On peut y rajouter du chat, forcément, et du chat vocal aussi. C'est-à-dire que le Skype, on pourrait très bien l'adapter à une navigation immersive et rentrer via son micro d'ordinateur ou son micro de HoloLens, pourquoi pas, ou de casque, en relation avec le client. Donc, on parle de relation client augmentée. Je suis japonais, j'arrive à Paris, je veux donc acheter un téléphone. Je ne connais rien au forfait. Et bien là, un vendeur de chez Orange va me conseiller en japonais. On a parlé de la présentation de produits en 3D, des partages d'avis, et on peut aller jusqu'à des indicateurs de satisfaction. Et donc, je pense qu'on parle de marketing immersif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir inventer aussi des publicités contextuelles dans ces univers. Et on va surtout analyser le comportement des gens, qui est d'ailleurs au plus près du comportement de la vie réelle. C'est-à-dire que quand on vient avec son avatar et on se balade dans une boutique, on va tout de suite avoir des mêmes réflexes, des mêmes habitudes de consommation que dans la vie réelle. La frontière est vraiment ténue. Là, on a fait une petite démonstration à une
donc une délégation chinoise qui est venue dans les Pays de Loire. Il se trouve que Silk a ses bureaux à Nantes. Et on était donc dans le Smart Factory de Saint-Nazaire. C'est un endroit en fait qui ressemble qui est utilisé par Airbus, STX pour faire des simulations dans le monde de l'industrie. Et donc ils ont ce qu'on appelle un KEV, c'est-à-dire que ça c'est une partie de leur équipement, mais ils ont des systèmes où vous êtes complètement plongé à la première personne sur des murs en fait qui sont projetés. Et là vous êtes dans des expériences complètement immersives. Donc là je voulais juste vous montrer qu'on a mis une boutique Orange j'irais sur une partie de l'écran et de cet équipement-là. On avait d'autres lunettes et on était à l'intérieur de la boutique avec d'autres avatars. Donc là, ils sont trop parce que vous n'avez pas de lunettes. On fait une autre petite démo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on articule de façon automatique sous 1 heure chaque avatar, mais on va pouvoir aussi animer les labiales de façon automatique. Il y a 5 ans, et je me présente face à vous avec ma Donc, nouvelle identité. Les yeux double, sont animés, la bouche est animée, et on va pouvoir relier en fait l'animation du visage à un micro, avec de la détection automatique de la parole. Alors pour faire tout ça, donc nous on a 2 objectifs, c'est d'industrialiser cette cabine. Aujourd'hui on a fait le prototype de pré-série, il est en qualification pour une certification à la norme CE et à la norme FCC américaine. On a 2 usines, une à Angers et une à Dubaï, et on souhaite donc produire une centaine de cabines pour commencer. La cabine est bardée d'innovation, vous vous en doutez. L'autre objectif, c'est de réunir en fait les développeurs 3D sur Unity ou d'autres plateformes pour qu'ils puissent utiliser en fait notre connecteur sécurisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous livre votre avatar, vous allez pouvoir rentrer dans les univers immersifs grâce à ce connecteur sécurisé. Donc, on a créé la Silk Academy. Il s'agit de en fait adresser aux développeurs un discours théorique et pratique pour les certifier. Et donc, à la fin de cette journée-là, ils repartent avec des toolkits et l'API qu'ils vont pouvoir intégrer sur Unity pour taper dans notre base de données et intégrer les différents avatars. Donc, vous voyez le connecteur ici. Vous tapez votre email et votre mot de passe. Et là, vous choisissez dans votre catalogue d'avatars et vous chargez votre avatar sur l'application immersive. Alors, ce qui est intéressant, là, dans les expériences, dans les petits ateliers que vous allez pouvoir utiliser à côté, vous allez avoir donc, une expérience qui a été faite en relation avec les équipes de OnePoint à Nantes et à Paris. Et on a intégré l'avatar dans la partie HoloLens. Et vous allez voir que c'est très réaliste, c'est bluffant, je ne vous en dis pas plus. Mais vous allez voir cet avatar-là qui va peut-être passer d'une table au sol et qui va vous suivre. Ce n'est qu'un début de ce que l'on peut faire avec l'avatar dans des expériences de réalité virtuelle ou augmentée. Voilà, je vous remercie. Je suis là toute la journée. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Oui.